Le 29 mars 2009, Mayotte a rendez-vous avec son histoire. À 20 h, le chiffre est tombé. 95,2% des Mahorais répondent oui à la départementalisation de Mayotte. Mayotte est la petite dernière de la famille, le 101e département français depuis 2011. Une cousine éloignée, à 8000 km de la métropole, en plein océan Indien. Plutôt que d'être comorienne, elle a fait le choix de la France. Mais pour l'instant, la petite île semble très loin des standards de la métropole. Et même distribuer le courrier est un défi permanent. Bonjour, c'est vous Madame Rachidi? Non, et je ne connais pas de Madame Rachidi. Ah, mince, les Rachidi ont dû changer de nom de famille alors. Comment je vais faire? La dame là, depuis que je la vois qu'il habite là, il n'arrive pas à savoir cette personne. Donc là, je ne sais pas comment je vais faire. Si c'est un facteur métropolitain, il n'arrive pas à distribuer aucune lettre. Il n'arrive pas, mais il pourra sortir un seul courrier pour la journée. Mayotte arrivera-t-elle un jour à se fondre dans le moule républicain? En métropole, certains se posent à demi-mot la question qui fâche. Mayotte l'africaine, Mayotte la musulmane, peut-elle être un jour véritablement française? Mayotte, c'est la France. Mayotte restera française. Kala est factrice à Chiconi depuis 35 ans. Une commune de 7000 habitants qui a grandi trop vite. Ce dédale de ruelles, Kala le connaît comme sa poche. C'est heureux pour les habitants car sans elle, le courrier ne pourrait pas être distribué. Oh, il y a quelqu'un? Est-ce que Maolida est là? Maolida. Vous savez pas où il est? Il y a un recommandé pour lui. Il faut qu'il aille à la poste de Chiconi. C'est important, parce qu'on a besoin de sa signature. On ne distribue pas le courrier par l'adresse, mais on distribue le courrier, nous, par quelqu'un que tu connais. Donc c'est difficile. Mayotte est un département français où il n'y a toujours pas de numéro de rue et très peu d'adresses formelles. Et même quand il y en a, personne ne s'en soucie. La mairie, ils ont déjà commencé, mais c'est pas encore tout fini. Hein. Il y a quelques endroits, ils ont mis les panneaux comme ça, mais les habitants ne suivent même pas. Jusqu'à maintenant, on distribue le courrier par quartier. Même les gens qui habitent sur Serou, ils ne savent pas qu'ils habitent, venez le Borakoucha. C'est pas moi qui va le dire tout le monde que tu habites sur le Venel tel. Et qui va faire alors? C'est la mairie ou bien c'est qui? Malgré la bonne volonté de la postière, le courrier ne peut pas être bien distribué. Conséquence, en 2015, un peu plus de la moitié seulement des taxes d'habitation sont parvenues à leurs destinataires. Comment développer le département le plus pauvre de France sans récolter les impôts locaux? En 2016, la Cour des comptes tire la sonnette d'alarme. Dans un rapport, elle affirme que la départementalisation a été insuffisamment préparée. Les coûts ont été sous-évalués pour un résultat incertain. Pourtant, les murs de Dzaoudzi, l'ancienne capitale coloniale, nous racontent une vieille histoire. Celle de Mayotte, française depuis 175 ans, bien avant Nice et la Savoie. En 1841, profitant des dissensions entre les sultans comoriens, la France achète Mayotte au plus faible d'entre eux, Adrian Soli. Les Français ont une ambition. Après la perte de l'île Maurice en 1810 au profit des Anglais, ils veulent étendre leur influence ailleurs dans l'océan Indien. Mayotte servira de point d'appui pour coloniser le reste des îles de l'archipel des Comores, avec Madagascar en ligne de mire. Le pouvoir colonial s'installe à Mayotte.
La petite île devient pour la première fois de toute son histoire le centre politique de l'archipel au détriment de Grande Comore et d'Anjouan. La colonisation se met en place. Les planteurs blancs introduisent la culture de la vanille, puis celle de la canne à sucre. Dans ces grandes plantations, les conditions de travail sont pénibles. La colonie pratique volontiers le travail forcé. Les fonctionnaires coloniaux, eux, vivent sur le Rocher, la petite île en face de Grande-Terre. La résidence du gouverneur et son administration y sont à l'abri d'éventuelles révoltes. Mais la vie coloniale, c'est avant tout la séparation. Les Blancs vivent selon les lois de la France, avec un registre d'état civil et un cadastre de droit commun. Les Noirs, eux, vivent sous le droit coutumier, la loi musulmane. Pour l'appliquer, la colonie fait confiance aux cadis. Ces juges musulmans gèrent les affaires indigènes. Ces juges existent toujours aujourd'hui. Le grand cadi est leur représentant. La France est appuyée sur les cadis depuis 170 ans. Et cela a toujours fonctionné ainsi depuis cette époque-là. Vous comprenez, la métropole avait besoin de notre aide. Nous avons travaillé ensemble, car qui d'autre que quelqu'un du pays peut connaître les us et coutumes de ses habitants? Et cela, la France l'avait bien compris. Ainsi, elle pouvait tout savoir, tout comprendre sur la population de l'île. Aujourd'hui, les cadis n'ont plus de pouvoir. L'État les a nommés médiateurs de la République, une fonction assez floue. Ils célèbrent encore les mariages et s'occupent des divorces religieux. Voyons ce qui est écrit ici. Il est bien dit qu'il faut vivre ensemble dans la dignité et aussi qu'il faut se quitter avec dignité. Donc on parle bien de séparation. Et en droit français, c'est pareil? En ce qui concerne le mariage, le droit commun ressemble beaucoup au droit coutumier. Ce qu'il y a dans le minhaj, le code musulman, sur le mariage, est presque identique au code civil. Avant les années 2000 et la départementalisation, les cadis étaient omniprésents dans la vie des Mahorais. Ils étaient juges des affaires familiales, notaires, ils étaient en charge du cadastre et même du registre d'état civil. Et souvent, vous attendez ailleurs que, bon voilà, le cadi est supprimé. Non, il n'est pas supprimé. Mais tout simplement, comme on est devenu départemental aujourd'hui, bien sûr, il y a des travaux qui sont rétrécis, mais ce n'est pas supprimé. Par exemple, je vais vous montrer, ça c'est les années 1976, les registres des états civils qu'on le faisait. Jugement supplétif d'acte de naissance. Donc, il était écrit en français et puis en shimaoré. En arabe, mais l'arabe il s'est dit comme shimaoré. Ce registre d'état civil de droit coutumier est incompatible avec le registre métropolitain. La raison en est culturelle. Saïd Ahamadi, surnommé Raos, a été confronté à ce problème quand il était maire de Koungou, la deuxième ville de Mayotte. Avant la mise en place du registre d'état civil modernisé, les enfants qui naissaient de père et mère mahorais prenaient comme nom le prénom de leur père et non pas le nom de famille, parce que le nom de famille n'existait pas, il n'était pas fixé dans la tradition. À cela s'ajoutent les sobriquets et le surnom l'emporte sur le prénom officiel et le nom officiel inscrit sur les registres d'état civil. Ça n'a rien à voir avec le modèle occidental de la fixation des noms. Sans état civil, une personne n'existe pas administrativement. La création d'un nouveau registre était une condition préalable à la départementalisation. Une tâche pharaonique. Dans l'île, l'état civil tel qu'il existe en France est encore embryonnaire. Seule une commune sur 17 enregistre les naissances sous le régime du droit commun. Dans les autres communes, c'est l'une des fonctions du cadi, le représentant de la justice musulmane. Il s'agit ici du droit civil coutumier.
Seulement voilà, avec l'évolution, la circulation des hommes, Mayotte se rapproche de plus en plus du droit commun et l'attribution des noms et des prénoms s'impose. L'ordonnance émanant du ministère de la Justice va installer le système des noms patronymiques. Ça va être un chantier immense puisqu'il va falloir reprendre pratiquement 400 000 situations, retrouver les actes de naissance sur 80 années et donner à chaque Mahorais un état civil qui sera son état civil définitif. La Commission pour la réforme de l'état civil, la CREC, démarre ses travaux en 2001. Initialement prévue pour 5 ans, elle restera 10 ans et attribuera plus de 150 000 nouveaux noms de famille. Avec un résultat parfois surprenant. Je me nomme Chadouli Touli. Mon nom est Atoumani Saïd Haïdar. On est tous frères de même père et mère. Vous êtes sûr? Et certain. Et certain. On avait fait une réunion préalable. C'était en tout début. On avait décidé qu'il fallait prendre le nom de Touli. Mais après, voilà, c'est la raison pour laquelle il s'appelle Touli. Hein. Mais il n'est pas le seul. Il y a 2 autres, mais c'est des sœurs. Est-ce que vous regrettez votre ancien nom? Franchement, oui. Parce que ça me faisait plaisir d'être appelé Haïdar Atoumane, Haïdar, fils de Atoumani Saïd. Qui donc était votre père? Qui était mon père, ouais. Des frères qui ne portent pas le même nom de famille, il y en a plein dans l'île. Haïdar, le cadet de la fratrie, peut le confirmer. Et pour cause, il est officier d'état civil à la mairie de Koungou. Pour lui, le problème de cette réforme dépend en grande partie du texte de loi sur lequel s'est basée la commission qui en avait la charge. Cette ordonnance du 8 mars 2000 avait permis aux Mahorais de pouvoir soit prendre leur prénom comme nom de famille, soit l'un des vocables des parents, ou l'ensemble des vocables des parents, ou les noms d'usage, les surnoms. Mais je pense que c'est là l'erreur. Il ne fallait pas qu'ils autorisent les surnoms, que ça soit pris comme nom. Voilà, je prends l'exemple d'un mon beauf. Tout petit, il se faisait appeler Chiquito. En saisissant la CREC, il a pris le nom de Chiquito. Le reste s'appelle Ali ou Atoumane, mais lui c'est Chiquito. Chiquito, fils de qui? C'est un souci. La CREC a été un peu trop permissive sur l'attribution des noms. Mais surtout, elle n'a pas fini son travail. Haïdar et ses collègues estiment que 20 à 30 000 personnes n'ont toujours pas saisi la commission. 10% de la population vit donc encore avec un ancien patronyme. Pour ces retardataires, la tâche va être compliquée au vu de l'état des anciens registres municipaux. Vous voyez déjà, avec l'humidité, ça a vite détérioré. C'est très compliqué de travailler avec ça. Par exemple, celui-là, la personne n'a pas saisi la commission. Ici, on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a eu. Est-ce qu'on a des mots ou des vocables qui sont partis ou pas? Ça peut être Chimami ou Chimama. Ça, on n'en sait rien. Personnellement, je n'avais pas souhaité que la CREC ferme d'une manière définitive. Ça aurait été mieux s'ils avaient mis en place une sorte de commission, ne serait-ce que constituée de 2 ou 3 personnes pour assurer la continuité. Les législateurs et les administratifs ne s'étaient pas suffisamment préparés. Cette question de la départementalisation de Mayotte a été accélérée comme par un coup de tête. Mais il n'y a pas eu un travail de fond qui a été fait pour vérifier
réellement si la société était en mesure d'accéder aux droits communs européens. Les Mahorais voulaient à tout prix leur département. Changer de patronyme était indispensable. Mais comment fait-on pour vivre avec un nouveau nom de famille? Mesdames et messieurs, attention, s'il vous plaît. J'étais en train de bouquiner tranquillement en attendant mon avion. Et à un moment donné, j'ai entendu un appel à la fin, en fait. Je pense que c'était le 5e ou 6e appel. Nous invitons le dernier passager Ouseni Ben Ali, est pris se présenter en porte 2 pour l'embarquement immédiat. En fait, quand j'ai commencé à voir qu'il n'y avait plus personne autour de moi, j'avais compris qu'en fait, que c'était moi qu'on appelait. Et là, je venais de comprendre, mais c'était trop tard, quoi. J'avais raté mon avion ce jour-là. J'étais obligé de reprendre un autre billet avec des frais supplémentaires. Mais c'est quand même dommage de rater son avion parce qu'on ne connaît pas son nom. Notre nouveau nom, c'est Ouseni. Et en fait, c'est le prénom de mon arrière-grand-père que j'ai pas connu. Et en fait, du coup, porter son prénom comme nom, ça me déstabilisait. Je trouve qu'on enlevait une partie de moi parce qu'on a grandi avec quelque chose, donc l'enlève du jour au lendemain et tu deviens quelqu'un d'autre, forcément. Malgré ces bouleversements profonds, les Mahorais sont français envers et contre tout. Pour s'en persuader, il suffit d'interroger quelques personnes au hasard chez les vendeurs de brochettes au marché couvert de Mamoudzou, la plus grande ville du département. Malgré tout, je me sens français. Je me sens française. J'aime bien ma vie. C'est tranquille. C'est tout. Je me sens français comme tous les Français, avec le droit et le devoir de la République française. Mayotte, c'est la France. Ouais. Le passé colonial, l'éloignement de la métropole, la différence culturelle, rien de tout cela ne semble altérer le lien entre les Mahorais et la France. Pour comprendre cet attachement qui semble indéfectible, il faut se tourner vers l'histoire récente de l'île. Pendant plus d'un siècle, les Comores sont restés des colonies partie intégrante de l'Empire français. Mais après la Seconde Guerre mondiale, un vent de liberté souffle sur les possessions françaises. Gaston Defferre, ministre de l'Outre-mer, veut préparer ces territoires à se prendre en charge eux-mêmes à travers la loi cadre de 1956. Les représentants et la population des territoires d'Outre-mer sont heureux que la France n'ait pas attendu qu'il soit trop tard pour agir et pour créer les institutions qui leur permettront de participer à la gestion de leurs propres affaires et qui les associeront davantage à cette gestion en commun avec la France. Au menu de la loi cadre Defferre, plus d'autonomie interne et surtout un chemin tracé vers l'indépendance. Une indépendance que certains redoutent à Mayotte, ceux qui ont le plus à perdre, les notables. La colonisation leur a été bénéfique, et si les Comores deviennent indépendantes, Mayotte redeviendra cette petite île de l'archipel assujettie à Anjouan et Grande Comore, des îles plus grandes et plus peuplées. En 1958, les notables mahorais s'organisent. Moussa Zouber était présent lors de leur première réunion. Je me souviens très bien. Tout le monde était autour de Georges Naouda. Il se tenait au milieu de nous et il a dit « Mes amis, je pense que nous sommes d'accord. Mais avant de terminer, je voudrais vous redire notre façon de voir les choses. Bientôt, les Comores prendront leur indépendance. Et cette indépendance, ils ne vont pas la prendre n'importe comment. Il y aura sûrement un référendum. Et on demandera à la population si elle accepte ou pas cette indépendance. Alors je vous dis clairement, mes amis, faites bien attention. Dites à vos familles et à vos amis de voter non. Il faut se séparer des Comores. Et malgré tout ce qu'on pourra vous dire, optez pour le statut de département. Le seul statut qui pourra nous protéger, nous sauver. En 1966, les craintes des notables mahorais se concrétisent. Le gouvernement autonome comorien décide de transférer la capitale de Mayotte à Grande Comore.
c'est la fin de la suprématie mahoraise sur archipel. En quelques années, l'ancienne capitale coloniale n'est plus que l'ombre d'elle-même. Un abandon vécu comme une trahison par les Mahorais. Le mouvement de contestation, initié par les notables, reçoit alors un soutien populaire inattendu, celui des femmes mahoraises, menées par Zena M'Déré. Elle lutte activement contre le gouvernement autonome comorien. Manifestations, sit-in, démonstrations violentes. On les surnomme les chatouilleuses. Quand elle tombe sur un sympathisant comorien, elle l'assaille de chatouilles jusqu'à ce qu'il demande grâce. Pour le docteur Martial, figure de Mayotte française, l'action de ces femmes est déterminante. Imaginez-vous que les fonctionnaires qui étaient ici à Mayotte, on les transfère de l'autre côté. Et la coutume musulmane fait que vous pouvez avoir plusieurs épouses. Ils sont allés donc en Grande Comore, affectés à Grande Comore, ont laissé femmes et enfants ici sans aucune ressource et ont pris épouse de l'autre côté. Et ces femmes se sont trouvées vraiment encore, ils étaient déjà très démunis, mais ils étaient encore descendus plus bas que le seuil de pauvreté. Voilà. Donc, ce transfert de capital, pour elles, ils n'ont certainement pas loué l'époque coloniale, mais elles se sont dit l'autonomie interne avec les Comores, c'est pire. Et elles se sont dit de deux mots, il faut mieux choisir le moindre. Le moindre, c'est le maintien dans la France. Les chatouilleuses sont le bras armé du parti politique qui défend Mayotte française, le MPM. Le mouvement populaire mahorais lutte activement pour le non à l'indépendance des Comores lors du référendum prévu en 1974. Pour Zena M'Déré et Younoussa Bamana, les chefs de file du MPM, Mayotte doit devenir un département français. Respectez notre volonté. Ne nous mettez pas avec les Comoriens, on ne veut pas d'eux. Non! Nous n'en voulons pas de l'indépendance à la merde, à la con. Je m'excuse le terme. À Grande Comore, le principal opposant à Mayotte française est Ahmed Abdallah, le chef du gouvernement autonome, futur premier président des Comores indépendantes. Les Mahorais ne sont pas contents parce qu'il y a chez eux un manque à gagner. Ils ont raison. Mais dire qu'ils ne sont pas contents et par conséquent ils font une rébellion à Mayotte, je ne suis pas d'accord. Je pense qu'en étant département français, les Mahorais vont être dans les sorts peut-être pire que ce qu'ils sont aujourd'hui et par conséquent ils supporteront très mal les inconvénients. Ils auront les avantages, bien entendu, avoir des allocations familiales sans travailler comme à La Réunion, où les gens travaillent ou ne travaillent pas, ils vivent aisément. Mais il y a à supporter les conséquences parce qu'il faut obéir et Mayotte n'a pas l'habitude d'obéir. À Mayotte, Ahmed Abdallah peut pourtant compter sur quelques partisans des Comores indépendantes. Les Mahorais indépendantistes sont peu nombreux, mais très actifs. Ahmed Maoulida Darwesh a été de tout leur combat. Aussi aimé et choyé que soit un enfant, il lui arrive immanquablement un jour où il aspire à sa liberté. Donc, nous avons été éduqués, choyés par la France de 1841. Entre-temps, les indépendances africaines ont eu lieu. À notre tour d'accéder à la liberté, que la France nous laisse ce choix. Si vous êtes partisan de la politique d'un tel à Moroni, d'un tel à Anjouan, allez les rejoindre et laissez Mayotte tranquille. Et vous voulez être là-bas et ici. Nous ne sommes pas d'accord. Voilà la réponse des partisans de Mayotte française. Au moment du référendum de 1974 pour l'indépendance, la lutte est à son paroxysme. L'intitulé même de la question posée aux électeurs fait débat. Doit-on consulter la population ou les populations comoriennes? Pour les partisans de la France, si Mayotte dit non à l'indépendance, comme ils le souhaitent, il faut que le décompte des voix se fasse île par île. Ils auront gain de cause.
sur le bulletin de vote émis par l'administration française, ce sont bien les populations au pluriel qui sont consultées. Le 22 décembre 1974, les Comoriens se rendent aux urnes. Les résultats sont sans appel. À Grande Comore, Anjouan et Mohéli, 99% des électeurs ont choisi l'indépendance. Mais les regards se tournent vers Mayotte, qui crée la surprise. 65% des Mahorais souhaitent rester français. Au lendemain du vote pour l'autodétermination, on était dans une situation flottante. On ne savait pas si on allait réintégrer les Comores dans les dépendances ou il allait se passer autre chose. Donc, nous, on se contentait de dire, en voyant un métropolitain passer, « Nkolo Nalawe ». Ça veut dire que dehors, le colonialiste. Et de l'autre côté, se sont formées des milices qui entraient dans les cases, connaissant la personne qui y habite, pour aller la molester, pour aller la vilipender. Donc, c'était cette ambiance-là qui prévalait. Mayotte restera-t-elle française? En ce début d'année 1975, l'avenir est incertain. Les insulaires sont suspendus à la décision de la métropole. En juin, l'Assemblée nationale tranche. Mayotte sera bien française. Se sentant trahi par la métropole, Ahmed Abdallah déclare unilatéralement l'indépendance des Comores en juillet. Le divorce est consommé. La parole à Monsieur le Président du gouvernement. Monsieur le député, je proclame l'indépendance des Comores dans des frontières coloniales à savoir Mayotte, Anjouan, Mohéli et Grande Comore. La jeune République comorienne met la pression sur Mayotte. Mais les autorités françaises ne lâchent pas les Mahorais et organisent une consultation locale en 1976. À la question « Êtes-vous pour ou contre le maintien dans la République française ?», les Mahorais répondent massivement oui. Seules 13 personnes sur 9593 votants s'y opposent. C'est là que, à la surprise générale, l'on a découvert dans les urnes des bulletins qui n'étaient pas officiels. Des bulletins que l'on remettait aux partisans de la cause, les soldats, chez eux, et qu'ils venaient mettre dans l'enveloppe et glisser dans le vent. C'est la fête ce matin à Mayotte. Depuis les premières heures, les femmes parcourent les rues de Dzaoudzi en chantant et en brandissant des drapeaux français. Le référendum d'hier a tenu ses promesses. 99,4% des suffrages exprimés traduisent la volonté de la population de rester française. 99,4%, on pourrait être tenté de suspecter les conditions de scrutin devant un tel score, mais il faut rappeler que 12 magistrats français avaient été chargés de veiller à la régularité de la campagne électorale, inexistante en fait, et surtout des opérations de vote. Et jusqu'à preuve du contraire, ces magistrats n'ont relevé aucune irrégularité. Notre envoyé spécial Daniel Grand-Clément le soulignait ce matin. La fraude n'est pas clairement établie. Mais les derniers Mahorais réticents à la cause de Mayotte française ont peut-être été convaincus par les événements survenus au même moment aux Comores indépendantes. Bob Denard, un Français qui se dit mercenaire, va venir se mêler durablement de la politique intérieure comorienne. En août 1976, il renverse Ahmed Abdallah, 28 jours seulement après la proclamation de l'indépendance. Il le remplace par son principal opposant, Ali Souali, un marxiste convaincu. Sa révolution socialiste tourne court et au bout de 3 ans, c'est l'asphyxie économique, le chaos. Et revoilà Bob Denard en mai 1978. Il réinstalle au pouvoir celui-là même qu'il a délogé 3 ans plus tôt, Ahmed Abdallah. Celui-ci restera président jusqu'en 1989, date de son assassinat, toujours en présence de Bob Denard. La France a été pour quelque chose dans ce qui a suivi l'indépendance des Comores. Pour employer une image mahoraise, la France a allaité
un enfant et garder l'autre par terre. L'Union des Comores, un des pays les plus pauvres du monde, n'est plus en mesure de s'opposer à la plus ancienne des revendications mahoraises, le département. Mais, diplomatiquement, la France est embarrassée. Elle est condamnée plus de 20 fois par l'ONU pour avoir conservé Mayotte en son sein. La métropole attendra que l'affaire se tasse en lui octroyant plusieurs statuts transitoires jusqu'aux années 2000 où la départementalisation est enfin lancée. Mayotte, c'est la France. Mayotte restera française. Avec la départementalisation, les réformes s'accélèrent. Celle de l'état civil fut douloureuse et imparfaite, mais il en est une autre, bien plus explosive encore, qui n'a jamais abouti car elle touche à la terre et à la propriété, la réforme du cadastre. Jusqu'en 2008, les cadis faisaient office de notaire. Et même s'ils n'ont plus qu'un rôle de médiateur, la population continue à faire appel à eux. Aujourd'hui, le cadi de la ville de M'Tsapéré a rendez-vous sur un terrain dans les hauteurs. Il faut qu'on se rende dans le terrain pour voir ce qui se passe. C'est un peu difficile parce que nous, on a un déplacement initial avec les gens, puis mais on a toujours la conciliation, on a toujours un arrangement avec. Finalement, on trouve des arrangements. C'est nos boulots, donc on n'a pas cessé de le faire. On continue toujours de le faire. Et on se rend sur place pour voir ce qui se passe. Voilà. L'homme âgé qui accompagne le cadi a un souci. Ses enfants n'arrivent pas à s'entendre pour partager le terrain qu'il veut leur donner. Il espère que le cadi parviendra à trouver une solution avant que cela ne s'envenime. L'idéal, ce serait qu'il y en ait qui prennent là et les autres par là. Le cadi et ses adjoints font d'abord le tour du propriétaire avant de chercher une solution. Dis-moi, je crois qu'on est sur le bon chemin. On commence à y voir clair. On va lui dire de monter jusqu'ici. Ils prennent cette partie, la partie de la route. À côté de la route, c'est les deux enfants, hein, avec leur sœur. Et cette côté, toute, parce qu'ils ont, eux aussi, ils ont eu beaucoup de place là-dessus. Donc apparemment, on se revoit. Ils ont peut-être trouvé la clé du problème. Reste à convaincre les parties en présence. Ce jeune homme à la casquette jaune est un des fils de la famille, le plus réticent d'entre eux. Les négociations commencent immédiatement sur le terrain. Ton père a déjà choisi cette parcelle. Celle-ci, la plus grande, regarde, je te montre. Ta sœur, elle aura cette parcelle-là, et ton père celle-ci. Cette partie-là, on la laisse, et personne n'a le droit d'y toucher, ni ta sœur, ni aucun de vous. C'est la meilleure solution. Jusqu'au décès de votre père. Et quand ça arrivera, il y aura ce qu'on appelle un héritage. Un compromis, c'est un compromis. Tu perds d'un côté, mais tu gagnes de l'autre. Allez, c'est bon, top là. Tu vois ce qu'on veut dire? Il faut faire comme ça évitera les querelles entre vous, ok? La proposition du cadi a été acceptée. Mais elle n'est que consultative. Elle n'a aucune valeur juridique. C'est le grand problème. C'est que la justice, il nous nie parfois. Soit il accepte la décision, soit il n'accepte pas. Mais s'il est rejeté par la justice de droit commun, là-dessus, on ne peut rien faire. Ça, il faut être clair là-dessus. À Mayotte, avec la constitution d'un nouveau cadastre de droit commun, les Mahorais doivent délimiter leur terrain. Une source intarissable de conflits entre voisins. Cet mur peut être comparé au mur de Berlin, en ce sens que, à un moment donné, dans un différend familial en rapport avec la question foncière, une des familles a décidé d'ériger ce mur pour imposer les limites de sa parcelle. Askandari est écrivain. Son thème de prédilection, les problèmes fonciers à Mayotte.
cette nouvelle limite qui a été constatée par un géomètre expert n'est pas celle qui a été arrêtée par le juge musulman suite au partage qu'il a réalisé pour ces deux familles-là. Donc on met à la poubelle les décisions de la justice cadiale. Ça montre aussi le choc de civilisation, le choc de culture qu'il y a entre cette culture qui a toujours caractérisé le Mahorais dans sa tradition et celle qu'il vient hériter suite à son choix de la départementalisation. Du mauvais côté du mur, cette famille a perdu plus de 5000 mètres carrés. Et comme beaucoup de Mahorais, ils ne savent plus trop à quel saint se vouer. Là, on vit dans ces deux jugements-là, parce qu'à la fois on est musulman, à la fois on est des Français de la République. On a deux, on ne sait pas quelle loi on doit pratiquer ici exactement. Ça nous embrouille ici à Mayotte, surtout au niveau foncier. Mayotte, il est freiné, il est bloqué, tout le monde est lésé, tout le monde est là comme ça. On ne sait pas quoi faire. Au tribunal de Mamoudzou, on voit rarement remonter des affaires de contentieux fonciers. À peine une cinquantaine en 2015. Une goutte d'eau dans une île de 220 000 habitants où les terres ont pris beaucoup de valeur ces dernières années. Bertheline Monteil est juge à Mayotte. Elle croit savoir pourquoi les Mahorais sont si réticents à se rendre au tribunal de droit commun. Je pense que le droit commun fait peur et certainement aussi à juste titre parce que ça signifie changer un peu de civilisation. Dans le droit de la République, la propriété est un droit individuel. Et donc, cette propriété qui est reconnue par notre droit se heurte aux traditions ici. Qu'elle soit d'origine bantoue, africaine, etc., ou qu'elle soit d'origine arabo-chirazienne, ce sont des civilisations qui n'ont pas le même rapport que nous à la propriété. Soit qu'elles se traduisent comme l'idée que la terre n'appartient à personne et que tout le monde a le droit de s'en servir, soit qu'elles soient attribuées à des clans. Et des clans supposent une propriété collective qui est incompatible avec notre droit. Ces propriétés collectives sont la cause principale des blocages actuels dans l'île. De succession en donation coutumière, il n'y a pas eu de transmission des titres de propriété. Aujourd'hui, beaucoup de Mahorais ne peuvent pas prouver qu'ils sont les véritables propriétaires de leur terrain. En cas de contentieux, ils n'ont pas de recours. Nous, on ne s'en sort pas, on est là, on court, on gaspille de l'argent, le peu qu'on a, on gaspille à courir à droite, à gauche, à payer un notaire, c'est pas bon, à payer les géomètres après, c'est pas bon. Combien de bornes qui existent dedans là? Il y a des milliers de bornes qui existent dedans. Ils ne sont pas valables, ils ne sont pas enregistrés. C'est de l'argent perdu. On a perdu plus de 20 000 € ici, depuis avec cette histoire-là. Nos pères et nos mères se sont battus jusqu'alors, ils n'ont jamais pu titrer. Donc ce qui fait que nous, aujourd'hui, nous courons après pour hériter des morts. Sauf que les morts ne sont plus là. Et le notaire nous dit c'est pas faire. Voilà. Seul c'est faire le cadi, mais malheureusement le cadi n'a plus de pouvoir. La solution pourrait venir en partie des archives des cadis. Ce qui déclare que nous, on n'a pas des trucs cadastrales, mais je vais bien vous montrer qu'on a des archives cadastrales ici, chez nous. Ce qu'on travaillait parce qu'il y a des donations, il y a des certificats d'hérédité, des donations, des ventes, tout ça, etc. Par exemple, ça, c'était un titre de vente. Donc, ça, c'était un plan qu'on a fait le jugement avec... il faut nous assurer aussi qu'on a fait des boulots ici. Pendant 150 ans, les cadis ont tenu un cadastre coutumier. Mais pour l'instant, leurs documents les plus anciens dorment tranquillement dans ce bâtiment aux archives départementales. Toute cette vie qui a été gérée du temps de la justice cadiale, il me semble, je peux me tromper, mais à ma connaissance, elle n'a pas été dépouillée, elle n'a pas été répertoriée. Il n'y a pas de jurisprudence qui a été dégagée. Donc c'est un peu un mystère. Donc probablement, on aura besoin pour trancher le foncier
Sur ce terrain-là, il y a quand même, je dirais, un déficit aussi, y compris de communication, parce qu'il semblerait que tout le monde ne comprenne pas pourquoi on en a besoin. En attendant qu'une éventuelle commission se penche sur ces archives, certaines communes comme Chiconi étouffent. Sur 7000 habitants, 5000 personnes vivent sur 2 terrains titrés dont les propriétaires sont morts depuis très longtemps. À la mairie, on s'inquiète. L'application stricte de la loi ferait peser une réelle menace sur les habitants. Pour les taxes foncières, l'impôt est envoyé au propriétaire de titre. Donc, maintenant, vous imaginez si le propriétaire est décédé. Donc là, le problème se pose. On envoie à qui? Eh bien, on envoie à personne. Et personne ne paye, en tout cas. Donc le risque c'est que ça va être, à terme, si on ne fait rien, à ce moment-là, ça s'est confisqué par la DERFIP, c'est-à-dire le service fiscal. Expulser 5000 personnes n'est pas envisageable. Mais Daniel, fonctionnaire de la mairie de Chiconi, constate les effets pervers de cette situation absurde au quotidien pour ses administrés. Si vous voulez faire un prêt à la banque, on vous exige un titre de propriété pour pouvoir avoir un prêt immobilier, par exemple. Et puis deuxième aspect, des choses simples, par exemple avoir un compteur d'eau, un compteur d'électricité, là aussi ça pose un problème. Alors que les Mahorais se battent pour devenir légitimement propriétaires de leur terrain, dans les années 2000, l'État va jeter de l'huile sur le feu en appliquant pour la première fois de manière bête et méchante une loi datant de Louis XIV sur l'occupation du littoral. Les familles sont anéanties. Sous leurs yeux, leur logement, avec toute leur histoire, disparaît un à un. Ça fait 2 ans qu'elle a aménagé dans sa maison et voilà que tout est détruit. Je souffre pour ma sœur. Ces destructions interviennent à l'issue d'une décision de justice prononcée le 2 décembre 2005. Le site de Tahiti-Plage n'est nullement constructible et classé en zone touristique. Vous avez vu, c'est un site magnifique. Si on veut que Mayotte se développe, il faut protéger les sites qui méritent de l'être, d'une part, et donc laisser le tourisme venir sur des endroits propres, remis en état. L'État se charge de la remise en état, comme à l'origine de la plage de Tahiti-Plage. Du jour au lendemain, à Tahiti-Plage ou ailleurs, les habitants sont priés de déguerpir. La zone des pas géométriques, une bande de 80 mètres de large, le long du littoral, appartient à l'État. Et il en fait ce que bon lui semble. Les Mahorais sont consternés. Près de 40% d'entre eux vivent au bord de la mer. Dans chaque commune, plusieurs quartiers occupent cette zone des pas géométriques, la ZPG. Mansour Kamardine a été député UMP de Mayotte de 2002 à 2007. Avocat de profession, il a défendu les habitants de Tahiti-Plage. La ZPG, pour nous, elle est faite est conçue comme étant un espace de vie. On vient, on y vit, on construit, on bâtit pour sa famille, pour soi-même, pour ses enfants, ainsi de suite. C'est notre lieu de vie. Et puis, de l'autre, vous avez ces espaces qui sont censés être réservés pour des activités, la plage, le tourisme, la restauration, des choses comme ça. Allez fréquenter un peu les restaurants et les hôtels, et même les plages, vous ne verrez pas beaucoup de Mahorais. Même s'ils ont leur village en face des plages, ils n'y vont pas souvent à la plage. Nous, on nous dit chez nous, de la terre nous venons et par la terre nous repartirons. Donc nous avons ce rapport très tenu. Et quand on cherche à priver par un certain nombre d'artifices, même juridiques ou légaux, pour nous priver de la terre, c'est des provocations que vous ne pouvez pas imaginer dans ce qu'on peut ressentir au fond de nous. Devant le tollé suscité par la destruction des maisons de Tahiti-Plage, l'État a mis un peu d'eau dans son vin. Les autorités ont proposé aux occupants de la ZPG de racheter leurs propres parcelles. Pour certains habitants, comme Faoudia Korji, cette proposition est inacceptable. Quand j'étais petite, je m'amusais dans des petits îlots qui ne s'étaient pas encore noyés. Pourquoi? Parce que c'est là où mes aïeux habitaient. Alors on a détruit tous les mangroves qui étaient ici pour mettre ces fameux
des halles. Et tout est laissé sale, on vit comme ça, tout simplement parce que c'est l'État. On nous dit qu'on ne peut pas avoir un titre parce qu'on est dans un ZPG. Moi, ZPG ou pas ZPG, je n'ai rien à foutre. Pourquoi prendre des lois comme ça, appliquer des lois comme ça qui ne nous concernent pas? Par contre, quand ça arrange la France, ils nous parlent c'est la loi. Mais quand ça les dérange, ils nous disent c'est la particularité. Si demain mes enfants doivent hériter de mes biens, qu'ils l'héritent dans l'égalité. Qu'on ne vienne pas leur dire encore une fois que vous n'êtes pas chez vous. Pendant on permet à des riches métropolitains ou d'autres venir exproprier Mayotte parce qu'ils ont l'argent. La Mayotte nous appartient, s'il vous plaît. On est des enfants de Mayotte. Et moi, je connais jusqu'à 7e génération sur ces sites. Tout le quartier, c'est mes tantes, mes cousins, mes frères qui sont dans les quartiers. Je suis née là, ma mère est née là, ma grand-mère est née là. Je refuse aujourd'hui qu'on me dit que je ne suis pas chez moi. Nous considérons, nous autres, que la meilleure façon de régler ce problème, c'est de le céder à une autorité symbolique et puis derrière, à travers les impôts, je crois qu'on se rattrape et tout le monde y trouverait son bonheur, finalement. Une solution raisonnable que Mansour Kamardine, alors député, a présentée à l'Assemblée nationale en 2007. Une loi qui a bien été adoptée, mais jamais appliquée. C'est une question de volonté. Vous avez, dans la haute fonction publique de l'État, des gens qui considèrent que Mayotte n'a rien à voir dans la République. Et moi, je crois qu'ils se trompent. Si on a été capable de vaincre l'ONU, de vaincre la France, et de faire en sorte qu'on accède à la départementalisation, on peut vaincre aussi ces anti-Mayotte départements qui sont dans la haute sphère de l'administration française, que nos choix, ce sont des choix légitimes, des choix délibérés, des choix réfléchis, des choix profonds. Ce sentiment d'exaspération, la rue mahoraise le partage aussi. Fawzia tient absolument à nous montrer la face cachée de son quartier. Nous sommes à 100 mètres de chez elle, où un autre monde existe, celui des clandestins. C'est des cimetières appartenant à ma famille. Alors, 14 août 2008, c'est Dawa Madi Kordji. C'est ma mère qui dort là, mon oncle Ali Kordji et les cousines, ainsi de suite. Ça se trouve que certaines personnes sont venues illégalement construire au-dessus de ces cimetières. Les eaux usées, les boîtes de conserve qui se déversent là, les couches sales qu'on jette là, non-respect à nos morts et l'État laisse faire. On n'a plus de dignité dans ce pays parce que la loi est faite pour les Mahorais et les droits pour les immigrés. La preuve en est, voilà, vous trouvez des enfants qui jouent sur le cimetière. C'est malheureux, c'est choquant, ça fait mal. Est-ce qu'il y a une autorité française qui accepterait à ce que ses parents soient malmenés comme ça, les dépouilles de leurs parents, les cimetières de leurs parents? Ça fait encore plus mal que les autres problèmes fonciers. La situation est ambiguë. D'un côté, la France attend des Mahorais qu'ils entrent dans le cadre de la République, et de l'autre, l'État a du mal à faire appliquer ses propres lois à Mayotte. Aujourd'hui, il y aurait 120 000 clandestins à Mayotte, 40% de la population de l'île. Deux policiers ont sauté à l'abordage de la Kwassa Kwassa pour tout de suite couper ses moteurs, immobiliser et isoler les passeurs des clandestins. Au péril de leur vie, sur des embarcations de fortune, ils ont fui la misère des Comores. S'ils passent entre les mailles du filet policier, les clandestins s'installent où ils peuvent et occupent illégalement des terrains. Pour survivre, ils défrichent la forêt primaire et cultivent la terre. La plupart des Mahorais sont impuissants face à cette situation. Sans titre de propriété, ils n'arrivent pas à faire déloger les clandestins.
L'exaspération des Mahorais à l'encontre des Anjouanais ne se contient plus. Depuis que ces milliers de clandestins ont montré qu'ils pouvaient faire peur, jeudi dernier, les Mahorais sont passés à la riposte. Une situation sociale intenable qui ces dernières années ne cesse de dégénérer. On n'est pas des racistes, seulement il y en a marre de subir ce genre d'actes. Pourquoi même à Mayotte je ne me sentirais pas chez moi? Ça c'est pas normal. En 2011, avec la départementalisation, l'espoir était grand à Mayotte. 5 ans après, elle est loin d'avoir réglé tous les problèmes. Elle en a même accentué certains. Latéral, un chanteur mahorais populaire, avait tout vu avant tout le monde. En 2007, il mettait déjà en garde les Mahorais contre ce changement de civilisation. Si vous voulez le département, il faudrait d'abord accepter nos lois. Si tu veux danser le chicoman, béton tes papiers, on te demandera. Et à l'époque, j'ai écrit les chansons. Je savais d'ailleurs, tout le monde savait que c'était tabou pour dire non à la départementalisation. Donc, mais je dis, il fallait aussi expliquer les biens dedans et les mal qui sont dedans. Mais ce qu'ils ont fait, nos politiciens, ils ont parlé que des avantages dans le département. Donc, les Mahorais, depuis des années et des années, je n'étais même pas né, j'ai entendu, oui, si le département sera là, il y aura d'argent, il y aura liberté, il y aura... Donc, ce que les Mahorais ont combattu depuis, c'est la liberté. C'était prioritaire de prioritaire, la liberté. Et les autres, c'était secondaire. Donc, ils ne veulent pas savoir la contenance dedans. Nous voulons être libres, comme il a dit le grand Bamana. Nous ne voulons pas l'indépendance à la con, parce qu'on sait que Mayotte est très petit, Mayotte a besoin d'un papa, donc on a choisi la France. Donc c'est ça le problème qu'aujourd'hui, ça veut dire tout est arrivé en bordel, tout est en bordel. Les gens, ça veut dire, comme les Mahorais voulaient absolument le département, c'est comme l'Afrique qui voulait absolument leur indépendance, donc on leur a donné, voilà votre indépendance, voilà votre département, sans former les Mahorais. Sans dire aux Mahorais, méfiez-vous à ça, il faut savoir choisir. Donc, moi, mon but pour écrire les chansons, de mettre aussi en garde aux Mahorais que, attention, il y a les avantages, il y a aussi dedans des ingrédients qui ne sont pas dans le nôtre. Mais on est obligé de se baigner dedans.